Bonjour, c'est Joram. Ici, on parle de vidéo, de matos, de technologie, de boîtier, de n'importe quoi. Dès que ça parle de la tech, je ne me sens pas à vocation photographe, mais je veux bien me développer dans la vidéo. Alors aujourd'hui, on parle du ZVE10. Je ne parle pas dans quel état j'ai reçu le carton. Un miss numérique, quand vous envoyez un carton vers les Antilles, s'il vous plaît, protégez-le. J'ai failli le perdre, lui et mes objectifs. Le ZVE10, un boîtier compact Sony avec un capteur CMOS de 24 mégapixels comme la 6400. On va pas trop épiloguer là-dessus, vous connaissez déjà. D'ailleurs, je vais vous mettre en description des vidéos de youtubeurs qui ont déjà fait des reviews dessus. Du coup, ça sera un petit peu plus explicatif que le peu d'expérience et le peu de retour que j'ai moi. Je l'ai depuis 2 mois. Je l'utilise pas tous les jours, mais presque. Et j'ai déjà eu quelques expériences dessus. J'ai déjà vu ses points positifs, ses points négatifs et on va en parler tout de suite. L'intro que vous venez de voir a été filmé par l'Alpha 58. Tous les objets dont je vais parler dans cette vidéo auront un lien affilié dans la description. Donc, si vous commandez sur Amazon, n'hésitez pas à cliquer sur un de mes liens. Ça pourra grandement m'aider à faire développer la chaîne. Ça ne vous coûtera rien et ça m'aidera beaucoup. Bon, déjà, comme vous pouvez le voir, c'est un compact. Le petit frère du ZV1, c'est un petit boîtier à objectif interchangeable. J'essaie de prononcer les R, c'est difficile pour moi. Celui que j'ai, c'est la version sans l'objectif de kit parce que j'en avais déjà un. Mais la boulette, mon ancien boîtier, c'est un Alpha 58 de monture A. Donc je regrette un petit peu de ne pas l'avoir pris, cet objectif de base. Mais c'est un boîtier qui est à vocation évolutive. Si vous comptez vous développer en vidéo, et que vous avez, comme moi, pas trop de budget, vous voulez vous lancer avec un boîtier avec quelques options plus professionnalisantes, comme les A7 III par exemple, donc avec les profils d'image, ça c'est le boîtier qu'il vous faut. Moi j'en suis pleinement satisfait, bien qu'il est un petit peu sujet à la surchauffe, en 4K surtout, en Ultra HD plutôt, je vais me faire taper sur les doigts. Ce boîtier sera compatible avec toutes les montures de type E, FE. Donc, si vous comptez vous professionnaliser et acheter un plein format de chez Sony, un A7S3 par exemple, mais je vous conseille de partir là-dessus car le parc c'est difficile à dire ça quand même. Car le parc d'objectifs que vous aurez là-dessus sera totalement compatible avec un plein format Sony, beaucoup plus professionnel que celui-là, même l'Alpha One. Pour vous dire. Alors, il possède, Sony s'y est mis très tard là-dessus, il possède un écran orientable, comme son petit frère le ZV1. Il fallait se coucher par terre pour faire des photos au ras du sol. C'était pénible. Là, je suis content. Avec mon ancien boîtier, j'étais obligé de prendre un écran déporté. D'ailleurs, on va en faire une petite review bientôt dans une prochaine vidéo. Et bon. Alors du coup, on est sur un écran, on va l'allumer, totalement tactile, mais sauf dans les menus. Bon, les menus, on profite des nouveaux menus par rapport à la caméra qui me filme, mais des anciens menus par rapport aux boîtiers qui sont en train de sortir. Du coup, vous n'aurez pas la fonction tactile dans les menus, mais je pense que c'est suffisant quand même. On s'y retrouve très bien avec un peu d'habitude. Moi, j'ai pas eu trop de mal à m'adapter au menu intermédiaire de Sony. Alors du coup, je vais retirer la bonnette anti-vent. Nous avons un petit bouton qui remplace la molette de sélection de mode. Un appui court, on passe de photo à vidéo. Un autre appui court, on passe de vidéo à SNQ. D'ailleurs, le SNQ, je vous déconseille de l'utiliser car le bitrate de l'image est assez bas. Du coup, vos images, pour les ralentis, seront fortement dégradées. Ne l'utilisez pas. Préférez choisir dans les menus directement une haute fréquence d'image avec un bitrate élevé. Ça sera beaucoup plus qualitatif pour vos productions. Bien sûr, le mode SNQ peut vous permettre de faire des timelapses à configurer via le menu, de faire des ralentis. Bon, pour les ralentis, je vous ai dit, ne l'utilisez pas. Mais pour les timelapses, ça peut être sympa. Côté connectique, nous avons un port USB type C
Du coup, il sera rechargeable directement par USB. D'ailleurs, le chargeur nous est fourni avec son câble d'alimentation. Un port HDMI, mini HDMI, pour connecter un écran style Atomos que je n'ai pas. J'ai pris un... Vous allez voir bientôt. Une sortie casque pour pouvoir monitorer votre son, chose qu'il n'y avait pas sur la 6400 que j'ai pu tester une seule fois. D'ailleurs, les connectiques sont compartimentés. Vous avez les 3 connecteurs dont on vient de parler dans un compartiment et vous avez l'entrée micro dans un autre compartiment. D'ailleurs, c'est celui-ci que vous allez utiliser le plus souvent. Donc, c'est bien qu'il ne soit pas dans le même compartiment, ce qui évitera des poussières dans vos connecteurs. Côté ergonomie, nous avons ce bouton de flou d'arrière-plan. En pressant ce bouton, vous allez passer d'un arrière-plan net à un arrière-plan flou. Je vous mets une petite vidéo de démonstration là. Au lieu de flouter les gens au couteau mastic comme peuvent le faire certains reportages de police qu'on passe sur M6 ou TF1, donc vous pourrez tout simplement presser ce bouton pour avoir un arrière-plan tantôt flou, tantôt net. Il y a aussi une histoire de lissage de visage, mode beauté. Bon, ça c'est pas pour moi. Je ne suis pas cible de cette option. Sur mon Alpha 58, j'avais quelques petits soucis. Quelquefois, le petit message enregistrement avec le timecode à côté, je sais pas pourquoi, mais une fois je pensais que je filmais, là je filmais pas. Mais du coup, ici on a carrément un carré rouge qui va nous indiquer que nous sommes en train de filmer. Là, si vous dites que vous n'avez pas vu que vous êtes en train d'enregistrer, là je sais pas, ils ont tout mis là pour vous. Du coup, moi j'aimerais parler de la manette de zoom. Vous pourrez l'utiliser si vous l'achetez avec l'objectif de kit. Mais moi, vu que je ne l'ai pas pris, et que je pensais en avoir un, mais c'était de monture A, donc non compatible avec celui-ci, vous allez avoir toujours un message persistant. Je dis bien persistant, car il me fait chier ce message. J'attends comme un abruti que ce message disparaisse alors qu'il y a une action de notre part, il faut appuyer sur OK. Et c'est chiant, le doigt tombe toujours dessus, car la petite molette, elle dépasse. Alors quand je prends mon grip, hop, même là, ça me fait chier. Du coup, l'absence de viseur électronique, moi, ça ne me dérange purement pas. Je shoot de l'œil gauche. Moi, quand je mettais mon œil dans le ton sur l'Alpha 58 qui me filme, eh ben, je voyais flou. Surtout pour un produit type vidéo, pour moi, c'est normal qu'il y soit pas. Il y a quelque chose qui me fait chier un petit peu, c'est que la carte SD, elle se trouve en dessous. Quand c'est sur un trépied, je veux la retirer, mais comment je fais? Même lui, là, l'Alpha 58, s'il est sur le côté. Moi, je pense que par souci d'ergonomie, on n'a pas la place. Comme c'est un boîtier compact, bien sûr, on n'a pas la place pour le mettre, alors que le réflexe, il est un petit peu plus volumineux. On peut se permettre d'y ajouter une carte mémoire sur les côtés. Et d'ailleurs, la batterie, parlons-en bien, parce que la batterie, elle dure pas du tout. J'ai pu filmer quoi, 30 minutes. En 30 minutes, j'ai pris 60% de batterie. Batterie qu'il y a sur celui-ci, ça fait 3 fois que je tourne des vidéos avec une seule batterie. Ça doit faire peut-être 1h30 qu'elle tourne. Je suis à 49%. Là, la batterie W... c'est bof bof. Alors, plus de limite d'enregistrement, ça c'est très bien. J'étais frustré avant, je filmais 30 minutes, je dois couper. J'ai perdu une partie de mes rushs parce que j'avais pas vu que ça avait coupé, etc. Et du coup, je suis très content qu'il n'y ait plus cette limite d'enregistrement. La plupart du temps, je filme en 4K 25 à 100 mégabits par seconde. Côté surchauffe, bon, à 20 minutes, j'ai eu un petit logo de surchauffe. J'ai dit, bon, bah les couilles, je continue. À partir de 27 minutes, j'ai dû couper, laisser refroidir. Mais vraiment, le gros message, hein, le gros message qui, l'écran devient noir, il te dit, surchauffe, veuillez laisser refroidir l'appareil. Donc ça va. Après, je suis à la Martinique, oui, je suis martiniquais, et du coup, il faisait 35 degrés, ok. Bon, peut-être que j'ai un petit peu poussé. Mais il est sujet à la surchauffe en 4K 25, 100 mégabits par seconde. Par contre, en Full HD, je n'ai pas noté de surchauffe. Je l'ai utilisé pendant près d'une heure en 25 images secondes, 60 mégabits par seconde. Depuis tout à l'heure, là, je dis 4K, mais j'aurais dû dire Ultra HD. Après, à 100 images, j'ai essayé aussi, mais pas aussi longtemps, parce que bien sûr, ce n'est pas tout que vous devez filmer en 100 images secondes. Mais je pense que pour débuter, ça le fera très bien. D'ailleurs, je suis très content de ces petits profils d'images, car les profils d'images, on les a aussi sur les boîtiers genre Alpha 7 III, Alpha 7 IV maintenant qui sort ce genre de profil d'image où il n'a pas plus de bruit, mais c'est juste que comme c'est un profil beaucoup plus flat, le bruit a plus tendance à apparaître. Donc je vais rester sous S-Log 2 parce que j'ai beaucoup plus de facilité à l'étalonner entre guillemets puisque je ne suis pas étalonneur. Le bémol, c'est que ce boîtier APS-C n'est pas mécaniquement stabilisé. Du coup, privilégiez clairement les objectifs stabilisés. Ce Sigma que j'ai dessus, c'est un Sigma 30 mm f1.4. Je vous recommande pleinement cet objectif. Il y a une stabilisation
Active, logiciel qui fonctionne du feu de Dieu. Vous pourrez faire des plans très lisses avec la stabilisation interne. Mais je pense qu'ils ont fait ça pour ne pas prendre de part du marché sur la série 6. On a un crop d'environ 30%. Moi, je l'utilise limite comme un mode micro 4/3, ça se dirait. Je l'utilise comme ça. En fait, quand je veux zoomer dans l'image avec ma focale fixe, j'active la stabilisation active. Du coup, hop, j'ai un champ de vision plus restreint et ça me permet de cadrer l'image comme je veux. Ça handicapera beaucoup d'entre vous, surtout pour le vlog. Pour moi, il est fortement recommandé d'activer la stabilisation active, mais du fait de son énorme crop, même à 18 mm, vous aurez un cadrage comme ça. On verra votre pif là en gros sur l'image. Bon, ça sera stable, mais on verra rien d'autre. Ça va gâcher fortement l'expérience de vlogging avec cette caméra et l'objectif de kit. C'est pour ça que moi je vous recommande aussi, vous avez un petit peu plus d'argent, de prendre le 10-18 f4 de chez Sony qui vous permettra de retrouver un angle de vision très confortable même avec la stabilisation active. Mais pour ceux qui n'ont pas trop envie de dépenser et qui veulent faire du vlog, prenez le ZV-1 plutôt. Votre travail sera beaucoup plus qualitatif. Après, il a un capteur de 1 pouce par rapport à lui, mais pour du vlog, c'est amplement suffisant. Mon côté ergonomie, je trouve que les touches sont un petit peu cheap. Je trouve ça bouge sous les doigts, ça fait des bruits de jouets. Pas très convaincu. Pas très convaincu. Vous pouvez paramétrer les menus, les boutons. Moi, sur le bouton fonction que j'utilise, comme les profils d'image, le mode présentation de produits, que j'ai pas encore utilisé, je l'ai mis là justement en vue de tester. La stabilisation active, je l'ai mis dessus aussi. Très complet. Vous pouvez le personnaliser de A à Z. Côté accroche pour la sangle, Sony a écouté ses utilisateurs. Il a fait un retour en arrière parce que sur les anciens réflexes Sony de monture A, on avait exactement les mêmes attaches, les mêmes accroches pour la sangle. Donc fini les bruits de chacha, fini la petite musique quand vous voulez vous accrocher, machin, ça pendouille, ou c'est fini tout ça. C'est fini. Moi, bon, ça m'a pas trop dérangé parce que je n'ai pas eu de boîtier avec ce genre d'attache. J'ai juste testé un A6400, c'est tout. Avec ce boîtier, on peut streamer directement sans avoir besoin d'avoir une carte d'acquisition branchée sur le PC et sur la caméra. Du coup, vous pourrez directement brancher via le logiciel Sony et l'utiliser comme une webcam, comme vous l'aurez fait avec n'importe quelle webcam. Donc, pour les streamers, je recommande clairement cette caméra. Avec l'objectif de kit, ça suffira amplement. Alors, je vous fais cette courte vidéo car j'ai oublié de vous parler bien sûr du plus important. Je vous prends avec moi le prix du ZV-E10. Alors, sans objectif, vous allez pouvoir l'acquérir pour un prix de 750 €. Mais avec l'objectif de kit, il prend 100 €, il passe à 850 €. Du coup, bon, ça ne sera pas un boîtier fait pour tout le monde, hein, je ne vais pas vous mentir. Et bon, en l'utilisant, j'aperçois quelques petites failles, quelques petites choses qui me déplaisent un petit peu. Mais on est sur un boîtier quand même à moins de 1000 €. C'est surtout ça, à moins de 1000 €, surtout que son concurrent direct, la 6400, il est à plus de 1200, 1300 €. Donc je pense qu'il faut savoir faire quelques concessions, sinon on met le budget, un point c'est tout. Du coup, je vous laisse là et on retourne à l'outro de cette vidéo, bien sûr. Si vous voulez que je traite d'autres choses, si vous voulez avoir quelques précisions sur ce boîtier, mais ressentis plus profondes, j'ai envie de dire, vous pouvez me contacter, envoyer un message sur Insta, j'y répondrai. Pourquoi pas, si beaucoup d'entre vous me posez la même question, en faire carrément une vidéo. Bon, moi je débute, je suis pas voilà, moi je ne suis pas un professionnel, je suis un amateur, on va dire, plutôt confirmé. Et du coup, j'ai envie de me professionnaliser là-dedans et voire même monter une boîte, tout simplement. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.